Israël. L'esprit de l'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Pas de périphrase ni d'euphémisation et encore moins d'excuses sociales. La plume de Philippe Val n'a pas tremblé quand il a rédigé le manifeste contre le nouvel antisémitisme que publie aujourd'hui Le Parisien et dont Paul-Henriette Lévy a parlé dans son bulletin. Signé donc par 300 personnalités dont Nicolas Sarkozy, Manuel Valls et Laurent Wauquiez pour la politique, mais aussi par pas mal de gloires du showbiz et par vous, Alain Finkielkraut, le texte qui rappelle que dans notre histoire récente, 11 Français ont été tués et parfois torturés parce qu'ils étaient juifs, établit un lien clair entre la recrudescence des actes anti-juifs et l'emprise islamiste sur les musulmans de France. Il dénonce l'épuration ethnique à bas bruit qui, au pays de Zola et de Clémenceau, a conduit près de 50 000 juifs à quitter des quartiers où ils n'étaient plus en sécurité, concluant enfin que l'antisémitisme musulman est la plus grande menace qui pèse sur l'islam. Il appelle l'islam de France à ouvrir la voie de la réforme. Plus de 15 ans après l'apparition des territoires perdus de la République, il est peut-être abusif de parler de nouvel antisémitisme. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est que d'aussi éminentes personnalités politiques, faisant fi de leur habituelle prudence, désignent aussi clairement l'origine du mal. Reste à savoir combien de temps il faudra pour que nos grands médias cessent de détourner le regard d'un phénomène qui embarrasse leur vision compassionnelle de l'islam. Ainsi, Le Monde observe avec inquiétude la recrudescence de l'antisémitisme à l'est de l'Europe, mais continue à s'aveugler sur la nature de celui qui sévit chez nous. Vous nous direz, Alain Finkielkraut, si le manifeste du Parisien marque un tournant, et vous nous parlerez de ce qui se passe, dans les pays de l'Est, ce qui était également le sujet, pardonnez-moi, d'une excellente édition de Réplique hier. Mais pour commencer, nous allons revenir brièvement sur l'interview du président par Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel dimanche dernier, à moins que ce ne fût une interview de Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel par le président. Venus sans cravate, ils ont ostensiblement appelé le président de la République Emmanuel Macron. Cette audace un peu téléphonée a finalement suscité moins de ravissement que prévu. Alors Alain Finkielkraut, est-ce que ça valait le coup de rater? Je crois qu'il y avait un match de foot dimanche dernier. Oui, j'ai raté le match de foot et en effet, je crois que ça valait la peine. Tout au long du très long entretien accordé par le président de la République aux journalistes Edoui Plenel et Jean-Jacques Bourdin, j'ai été ballotté entre des sentiments contradictoires. Emmanuel Macron m'a impressionné par son sang-froid, sa connaissance des dossiers, son esprit de répartie, son refus de céder le moindre pouce de terrain à ses intervieweurs. Et cela m'ont mis hors de moi. J'écumais, je tempêtais, je grimpais sur le canapé, je me rasseyais, je marchais de long en large, je me réfugiais dans la cuisine, je revenais devant l'écran. C'est un peu tout ça, vous le faites pendant les matchs de foot aussi. Oui, mais là j'étais beaucoup plus nerveux, je ne tenais pas en place, car je ne pouvais pas supporter leur morgue et leur partialité. Emmanuel Macron, disait-il en se léchant les babines, comme si c'eût été faire preuve d'obséquiosité que de l'appeler Monsieur le Président de la République. Nous l'avons élu, lui, et il croyait, en le privant de son titre, accomplir un immense progrès démocratique. Quel contresens! Ils prenaient leur goujaterie pour une application du principe d'égalité. Et puis, ils étaient mandatés pour interroger le chef de l'État. Nous voulions, par leurs questions, être éclairés sur sa politique. Mais Edoui Plenel et Jean-Jacques Bourdin avaient un autre agenda en tête. Ils ont remplacé les questions par des accusations et des déclarations. Ce n'était pas une interview, c'était un interrogatoire de garde à vue. Et les deux compères sont tout fiers de leur exploit. Eux, au moins, ils ne cirent pas les pompes de Jupiter. Comme s'il n'y avait pour les journalistes qu'un choix possible, soit être un lèche-cul, soit être un pitbull. Si les gens des médias succombent à cette alternative, c'en est fini de leur métier.
Donc. Juste, vous n'avez pas fini là-dessus, allez-y. Non, mais une question sur le fond, si vous voulez, c'est que les questions de Plenel et Bourdin n'étaient pas beaucoup plus élevées que celles de Pernaut, qui étaient... Et dans les deux cas, on a l'impression qu'ils prennent quand même les Français un peu pour des... je ne sais pas pourquoi, mais qu'ils prêtent aux Français des préoccupations quand même uniquement de porte-monnaie, de leur vie matérielle, et jamais d'un peu de hauteur. Non, ça je dirais que c'était vrai pour Pernaut, dont l'entretien d'ailleurs n'était pas mauvais. Pour Plenel Bourdin, je ferai un autre reproche. En tout cas, oui, Emmanuel Macron est sorti avec les honneurs de cette épreuve interminable, mais pourquoi se l'est-il et nous l'a-t-il infligé? Il voulait casser la routine des rendez-vous présidentiels et montrer sa détermination. Mais ne s'est-il pas lui-même incliné devant la nouvelle règle de la civilisation du spectacle? Plus ça saigne, plus ça fait de l'audience. Et puis, et là j'en viens aux questions justement, l'idéologie ayant depuis longtemps éteint toute curiosité chez Plenel, et Bourdin étant trop soucieux de se mettre en valeur pour entendre les réponses qu'on lui fait, les sujets qui tourmentent la France réelle ont été laissés de côté ou traités à la va-vite. Comme l'a écrit Vincent Trémollet-de-Villers, on a privilégié les zadistes créatifs, les étudiants bloqueurs, les cheminots en grève, au détriment des familles écrasées d'impôts, des agriculteurs épuisés de paperasse ou des banlieusards qui chaque soir rentrent chez eux comme en terre étrangère. Non, décidément, il ne fallait pas donner les clés de cette émission au patron de Mediapart, même si c'était pour lui rêver son clou. Oui, enfin, lui rêver son clou, quand même l'adouber, vous l'avez dit la semaine dernière. Les deux. Et en plus, l'instaurer, puisque Plenel ayant à la fin exigé de revenir, le président lui a dit « Oh bah oui, tiens, quelle bonne idée !» Il lui a dit « Chiche, mais nous verrons bien. Je crois quand même qu'il s'attendait à un dur affrontement, mais pas à cette violence. Alors nous verrons si dans un an, il tient cette promesse de fin d'émission. Mais il y a un point quand même qui, dans l'entretien, m'a particulièrement intéressé. Le président de la République a dit que le port du voile dans l'espace public heurtait le sens français de la civilité. Bah, ça a dû vous faire plaisir. Mais oui, en tout cas, il ne prenait pas son interdiction, évidemment impossible, mais il contredisait par ses paroles le candidat qu'il a été, parce qu'il y a bien une culture française et elle doit pouvoir persévérer dans son être. Oui, je m'en suis réjoui. Et que s'est-il passé 2 ou 3 jours après? Il a reçu en grande pompe Justin Trudeau, le Premier ministre canadien. Or, Justin Trudeau il a reçu en grande pompe et il a salué dans un tweet son camarade, son compagnon de progressisme. Nous sommes progressistes tous les deux et nous allons faire triompher nos idées progressistes au G7. Or, Justin Trudeau pousse le multiculturalisme jusqu'au nihilisme. Le Canada n'a pas de substance, n'a pas de consistance, répète-t-il. C'est une absence ouverte à toute présence de l'autre. N'être soi-même rien pour que l'autre, n'importe quel autre, puisse être tout ce qu'il est, tel est l'idéal au nom duquel celui que le monde présente comme le plus grand des féministes, eh bien, défend le port du niqab, c'est-à-dire du voile intégral. Donc, si j'écrivais... C'est Trudeau, le plus grand des féministes? Oui, Le Monde, dans sa édition du week-end, le présente comme le plus grand des féministes. Donc, si j'écrivais un livre... Ils ont vu la Vierge. Si j'écrivais un livre sur Emmanuel Macron, je l'intitulerais « La migraine du en même temps ». Oh, c'est un très beau titre que peut-être je vous volerai. Mais donc, juste un mot sur cette question. Il y a donc, parce que malgré tout, il y a chez Emmanuel Macron, vous l'avez salué, quand même une reconnaissance des racines françaises, je veux dire, vous l'avez. Et en même temps, une espèce d'inconscient ou de tentation multiculturaliste sincère, à mon avis. C'est-à-dire de croyance que vraiment la coexistence, tant qu'on est entre croyants raisonnables et non pas entre extrémistes, la coexistence de chacun, voilà. Alors, très bien. Le problème de Nicolas Sarkozy,
c'était les sincérités successives. Le problème d'Emmanuel Macron, ce sont les sincérités simultanées. Et il a dit des choses très belles aux Bernardins sur la dette de la France à l'égard des catholiques, mais d'après le Canard enchaîné, il penserait tenir les mêmes propos à toutes les autres religions. Oui. Donc, il se situe à ce moment-là dans une optique multiculturaliste. Voilà pourquoi j'ai la migraine. Oui, et moi, c'est pour ça que j'ai été moins enthousiasmé que vous par le discours des Bernardins, parce qu'effectivement, il me semble annoncer toutes les religions. Passons donc à l'antisémitisme, à l'inquiétude sélective du monde, alors que 300 personnalités, dont vous, Alain Finkielkraut, signent donc aujourd'hui. C'est très varié. Par ailleurs, il y a des intellectuels et des penseurs, des écrivains comme vous, mais il y a aussi beaucoup de journalistes et du showbiz, disons, de haut niveau, avec Gérard Depardieu, Charles Aznavour et Françoise Hardy. Donc, est-ce que pour vous c'est un événement et si c'est un événement, nous le verrons. Nous le verrons, c'est-à-dire, nous verrons quel retentissement ce manifeste aura dans les jours et les semaines à venir. Moi, je ne suis pas du tout responsable de sa rédaction. Je l'ai signé à la demande de Philippe Val et j'attends de voir. Mais je voudrais justement d'abord, pour situer bien les enjeux, parler de ce qui se passe à l'Est. De ce qui se passe à l'Est, parce que Le Monde a consacré sa une à l'antisémitisme en Europe centrale et notamment en Pologne. Et en Allemagne d'ailleurs aussi. Et en Allemagne aussi, mais je voudrais... Vous avez raison, c'était vendredi. Je voudrais me concentrer sur la Pologne. Mon père est né à Varsovie, ma mère à Lvov, qui était alors une ville polonaise. Je tiens d'eux que l'antisémitisme polonais, virulent dans l'entre-deux-guerres, n'a pas été freiné ou perturbé par l'occupation allemande. Au contraire, il s'est donné libre cours. Il parlait, comme mes parents, comme la quasi-totalité des juifs polonais. Et il n'exagérait pas, il n'était pas tendancieux. Sur ce sujet, Czesław Miłosz a composé Campo dei Fiori, un de ses plus beaux poèmes. Laissez-moi vous en lire les premières strophes. À Rome, au Campo dei Fiori, panier d'olives et citron, le pavé est arrosé de vin, couvert de débris de fleurs. À l'étal, les marchands versent des fruits de mer rose. Des poignées de raisins sombres tombent sur le duvet des pêches. C'est ici, sur cette place, qu'on a brûlé Giordano Bruno, qu'entouré d'une foule curieuse, le bourreau alluma la flamme. À peine fut-elle éteinte, que les tavernes étaient pleines, que les marchands portaient sur leurs têtes les paniers d'olives et de citron. J'ai repensé au Campo dei Fiori, à Varsovie, près d'un manège, par un beau soir de printemps, au son d'une musique joyeuse. Venant du ghetto, le bruit des salves se perdait dans les rythmes allègres, et sur le manège, les couples s'envolaient dans un ciel serein. Le vent portait les sombres lambeaux des maisons incendiées. Ceux qui allaient au manège touchaient des cendres dans l'air, et les robes des filles volaient au vent des maisons en feu. Et les gens riaient, heureux, ce beau dimanche à Varsovie. Le poème a été écrit en 1943. Et mes parents diraient que ce rire ne témoignait pas seulement de l'indifférence des Polonais, mais de leur contentement de voir le ghetto en flammes. Alors évidemment, peut-être il faut dire tout de suite qu'on ne peut pas dire des Polonais de tous les Polonais. Bien sûr, et de toute façon, la nuance va venir petit à petit, rassurez-vous. En 1946, il y eut des pogroms à l'encontre des Juifs qui revenaient des camps. Comme le disait Sternel, la Pologne de l'après-guerre était horriblement antisémite. Malgré le départ des nazis, la haine des Juifs était perceptible à chaque coin de rue. Je me souviens, dit Sternel, d'une femme hurlant aux Juifs: « Racailles, vous êtes sortis de vos trous, dommage qu'Hitler ne vous ait pas tous achevés. » En 1968, la majorité des Juifs qui étaient restés en Pologne ont été contraints de quitter le pays car le gouvernement polonais avait besoin d'un coupable pour unifier la nation après la révolte des étudiants de mars 68, et son choix, c'est tout naturellement
porté sur eux, et ça a marché. Et on a dit, voilà, toutes ces révoltes ont été fomentées par des sionistes. Et ça a décapité l'université. En plus. Ça a décidé vraiment de décimer l'université polonaise, puisqu'un très grand nombre d'intellectuels ont juifs quitté le et pays. non juifs sont partis. C'est en 68, je crois, que Kolakowski a quitté la Pologne. Mais comme la Pologne, et là, je vais dans ton sens, Elisabeth, ce n'est pas seulement cela, c'est aussi Miloš, c'est aussi Vajda, c'était aussi les étudiants de mars 68, et plus tard la dissidence. J'ai suivi avec attention et une immense sympathie l'épopée de Solidarność, et après l'instauration de l'état de siège, je suis allé avec des amis sur l'île danoise de Bornholm, d'où nous avons envoyé des ballons portant un message de Jean-Paul II vers le pays que Jaruzelski, devançant et peut-être évitant l'intervention soviétique, sur lequel donc le pays sur lequel Jaruzelski avait fait régner la loi martiale. Il n'y avait pas d'antisémites à Solidarność, vous croyez? Peut-être il devait y en avoir, mais je pensais que le ce mouvement... partage, si vous voulez, avec d'un côté les démocrates qui sont et malheureusement peut-être moins clairs, mais je vous laisse poursuivre. Pardonnez-moi. Il y avait aussi Michnik, il y avait aussi Geremek, il y avait aussi Mazowiecki, bien sûr, quand même, qui sont des gens irréprochable. Donc vous lancez... Mes parents, quand je suis allé à Bornholm, étaient contrariés, ils faisaient grismisme, mais ils faisaient grismisme, enfin bon, pas plus. Mais je n'étais pas un rescapé, je ne pouvais pas reprendre entièrement à mon compte leur malédiction. Eh bien, on a pris, car après la parution du livre de Jan Gross sur le massacre des Juifs qui a eu lieu à Jedwabne, le 10 juillet 1941, et où les Allemands n'ont eu aucune part, la société polonaise s'est saisie du problème, la discussion a été très intense et un véritable travail de mémoire a commencé. Les voisins, hein. C'est le titre du livre, vous l'avez pas dit. C'est les voisins. Et il a été suivi d'un livre extraordinaire d'une journaliste polonaise, Anna Bikont, Le crime et le silence. Ce travail de mémoire est brutalement stoppé par le gouvernement actuel, qui promulgue une loi pénalisant, je cite, l'attribution à la nation ou à l'État polonais, en dépit des faits, de crimes contre l'humanité. Ainsi, l'historien Jan Gross devient un délinquant. Et la réprobation internationale a libéré en retour la parole antisémite en Pologne. Le directeur du musée d'Auschwitz-Birkenau a été traîné dans la boue et accusé de laver à Auschwitz des éléments montrant l'héroïsme polonais et par conséquent de faire, je cite, le jeu de la narration juive. Il y a pire d'ailleurs dans l'article du Monde, encore les bandeaux qui passent sur les messages de téléspectateurs. Les messages de téléspectateurs qui gênent même les journalistes. Qui sont tout à fait obscènes. Et tout d'un coup, je repense à mes parents qui me disaient que les Polonais avaient tété l'antisémitisme avec le lait de leur mère. Mais je n'oublie pas Miloš, je n'oublie pas Geremek, Michnik, Mazowiecki, et puis, et là j'en viens à ce que vous disiez, force m'est de constater que cet antisémitisme dénoncé à juste titre en première page par Le Monde est pas béni pour la bien-pensance dont Le Monde, on le voit même avec l'entretien donné par Trudeau, est un des organes clés. Parce qu'à nous qui pensons que l'Europe, nous, de l'Ouest, nous les Occidentaux, qui pensons que l'Europe est une construction inédite, reposant sur des principes universels, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque rappellent que l'Europe est aussi une civilisation, c'est-à-dire des paysages, des villes, des places dans les villes, des œuvres, des événements, des significations, une expérience qui n'appartient pas aux autres. Ce rappel salutaire risque de ne pas être entendu. On dira que l'antisémitisme et l'islamophobie sont les deux faces d'une même médaille, puisque Orban et Jasinski flattent l'antisémitisme et refusent les migrants. Oui. Et donc, voilà. La volonté de préserver et de perpétuer la civilisation européenne servira de repoussoir aux défenseurs
de l'Europe hospitalière et multiculturelle. Oui, juste, quand vous dites c'est une expérience qui n'appartient pas aux autres, mais il faut quand même préciser, puisque vous l'avez longuement d'ailleurs développé, que les autres peuvent la rejoindre. Je crois Ils peuvent la rejoindre, bien entendu. Je me rappelle plus quel était le verbe que vous aimiez. Je crois que c'était... oui, je pense en effet. C'est-à-dire que... C'était juste une précision. Mais bien sûr. Pour qu'on ne vous fasse pas de mauvais procès. C'était le principe d'assimilation. Je veux bien qu'on parle d'intégration. Ce patrimoine est partageable, et je cite en effet souvent cette phrase de Lévinas: la France est une nation à laquelle on peut s'attacher par le cœur et par l'esprit autant que par les racines. Et c'est ce qui lui est arrivé à lui. Bien sûr. Mais tout de même, cet antisémitisme, Alain Finkielkraut, est-ce que dans le fond, il relève exactement de la même réaction que, disons, la réaction face à l'immigration, c'est-à-dire d'une réaction de protection des sociétés, parce que malgré tout, il a au contraire traversé, disons, plusieurs périodes de ces pays. Il n'a pas... Ah non, je pense pas que ça n'a strictement rien à voir. Voilà. Et je pense qu'il y a des gens, des intellectuels ou des gens ordinaires qui éprouvent une crainte devant les flux migratoires qui envahissent aujourd'hui l'Europe, sans être pourtant eux-mêmes, sans être du tout, si vous voulez, perméables aux arguments de l'antisémitisme. Il se trouve qu'en Pologne, visiblement, si vous voulez, forcément par la nature des choses, ce sont les mêmes. Oui. Vous venez de le dire, enfin, ce sont en partie les mêmes en tous les cas. Au gouvernement, ce sont les mêmes. Orban aussi, si vous voulez. Orban, en Hongrie, mène un dur combat, un combat très, très rude, contre l'immigration. Il faut comprendre aussi ces nations, c'est-à-dire elles ont, avec la chute du mur de Berlin, elles ont eu le sentiment de retrouver leur histoire, alors que les nations d'Europe de l'Ouest étaient contentes, elles, de sortir de l'histoire, de la leur et de l'histoire en général. Retrouver l'histoire, leur histoire, et retrouver aussi leur souveraineté. Qu'est-ce que la souveraineté ? C'est notamment choisir soi-même sa politique d'admission. Donc il y a déjà ce problème de souveraineté qui est posé, et puis il y a évidemment ce grand... ce grand choc entre les deux Europes, bien résumé par Chantal Delsol. Les Européens de l'Ouest disent aux Européens de l'Est: vous êtes des attardés. Les Européens de l'Est disent aux Européens de l'Ouest: vous êtes des suicidaires. Nous devrions pouvoir les entendre, mais comme à ce discours se mêle un antisémitisme virulent, eh bien, on n'a plus d'oreilles. On n'a plus d'oreilles pour certaines personnes, pour beaucoup de gens, le discours anti-migrant, en quelque sorte, est déjà suffisant pour ne plus avoir d'oreilles. Et pour d'autres, peut-être pas. Et Orban, en effet, a concentré sa campagne anti-migrant sur la personnalité, d'ailleurs elle-même très critiquable, du banquier Soros. Et Soros, si vous voulez, il plaide en effet pour la fin des nations, pour une immigration sans limite. Donc, mais sauf que l'insistance sur Soros, l'obsession de Soros, réveille en Hongrie les feux mal éteints de l'antisémitisme nationaliste. Un mot, Alain Finkielkraut, il nous reste quelques minutes. Justement, Chantal Delsol a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé hier, quand elle a parlé de la tragédie. Du fait que, entre, si vous voulez, dans notre culture, il y a l'accueil, il y a l'ouverture, si vous voulez, et que il y a aussi la préservation de ce que nous sommes. Oui, c'est vrai. Elle dit, voilà. Ce sont deux valeurs contradictoires, et effectivement, c'est une tragédie, parce qu'on ne peut pas choisir les deux. C'est pas seulement un drame, c'est une tragédie. Elle le disait remarquablement bien, elle a raison. Mais aujourd'hui, donc, paraît le manifeste contre le nouvel antisémitisme, c'est-à-dire, en effet, contre l'antisémitisme arabo-musulman, ce manifeste met à mal l'identification de l'antisémitisme et de l'islamophobie. Sera-t-il entendu, lézardera-t-il le mur du politiquement correct, ou celui-ci continuera-t-il de pointer le doigt sur l'Europe centrale pour ne pas voir ce qui se passe ici ? Eh bien, le proche avenir le dira. Tout n'est pas joué, mais je me demande même si le titre du Monde
la grande couverture du monde n'était pas une manière aussi d'anticiper ce manifeste. En tous les cas, Cela étant, ce qu'on apprend dans le monde est absolument terrible. Mais dans leur article sur l'Allemagne, voilà. Ils se livrent, dites-en peut-être un mot pour les auditeurs. Alors, Thomas Wider publie un article sur ce qui se passe en Allemagne. Il dénonce 3 faits d'antisémitisme venus tous de Syriens ou d'Arabo-musulmans. Il conclut l'article en disant que 97% des cas d'antisémites, des cas de violence antisémite viennent des autochtones. Je ne sais pas d'où il tire ce chiffre. Je me souviens que Thomas Wider, au moment des printemps arabes, avait, disons, traîné dans la boue, on peut dire les choses comme ça, tous ceux des intellectuels qui n'étaient pas assez enthousiastes. Il disait, voilà, ces gens-là, oui, bien sûr, oui. Ces gens-là, en 1989, étaient en pamoison devant les mouvements en Europe centrale. Là, non. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Eh bien, avec l'appui de Daniel Lindenberg, il disait c'est du racisme. Voilà comment il s'exprimait à l'époque et voilà comment il continue de s'exprimer aujourd'hui. Il n'a pas fait visiblement amende honorable. Dernière question à laquelle il va falloir répondre très rapidement. Vous continuez à aimer ou à vous intéresser à ces pays que vous avez chéris longtemps quand ils étaient sous le joug communiste, mais il y a quand même quelque chose qui semble inextirpable dans ces sociétés, Alain Finkielkraut. Je ne sais pas. Il y a des choses inextricables. Il y a aussi le fait que chez nous, la réprobation précède la compréhension, et je regrette infiniment d'avoir arrêté le Messager européen, parce que la nécessité d'établir un pont entre les 2 Europes est plus forte que jamais. Il y a le fossé s'est à nouveau creusé et les journaux n'ont plus de correspondants. Et moi, je voudrais interroger toute la palette des intellectuels hongrois et polonais et tchèques pour voir exactement ce qui s'y passe, pour savoir si nous n'avons pas à entendre quelque chose de ce qu'ils nous disent, tout en dénonçant la résurgence de l'antisémitisme en Hongrie et en Pologne. Eh bien, voilà un beau projet de relancer le Messager européen. Alain Finkielkraut, vous pouvez le faire. Merci en tous les cas. Je suis trop vieux. Mais non, merci de nous éclairer, même en nous faisant partager vos migraines, cher Alain Finkielkraut. D'ici la semaine prochaine, on peut vous lire dans Causeur. Réécoutez cette émission sur causeur.fr et radio rcj.info. Et allez, aussi réécouter sur France Culture l'excellent réplique d'hier qui parlait justement de l'Europe de l'Est. Bonne semaine à vous, cher Alain Finkielkraut, et à vous tous, chers auditeurs. Bain et déco. Donnez à votre salle de bain une dimension unique. Bain et déco. Votre cuisine ne ressemblera à aucune autre. Le secret Bain et déco. Un pôle d'architectes à votre écoute qui vous